Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et de l'Avantage gaspésien. Mon nom est Dominique Fortier et oui, pour cette toute dernière édition de Nouvelle Haute-Gaspésie pour l'année 2018-2019, j'ai à mes côtés mon fidèle collaborateur Frédéric Deroy. Alors bonjour Frédéric. Hey, bonjour Dominique. Merci encore de m'avoir remplacé à pied levé la semaine dernière. Oui, avec autant de temps de prévoyance et de préparation, ce fut un plaisir. Une demi-heure, c'est en masse. Alors, merci Frédéric d'avoir justement rempli mes souliers pendant une journée. Tu as très, très bien fait ça. Ah, c'était une bonne pratique de lecture à voix haute. Et voilà. De là l'importance, les enfants, de bien faire ces exposés orales à l'école. Alors, aujourd'hui, pour notre dernière émission, une panoplie de sujets à aborder. Oui. On commence par le milieu de la santé. Les différents représentants de l'Alliance des professionnels des services techniques, donc de l'APTS, étaient en conférence de presse à Rimouski en début de semaine pour parler de la version 2.0 d'Optilab. Alors, Optilab, qu'est-ce que c'est? C'est une initiative de l'ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette, qui voulait qu'on centralise davantage les analyses d'échantillons de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent vers un laboratoire central de Rimouski. Alors, on a fait le point un peu là-dessus. Ce qu'on est en mesure de remarquer, Frédéric, c'est que les réalités sont différentes. Là, on avait des représentants de Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Au Bas-Saint-Laurent, on a déjà rapatrié beaucoup d'échantillons des hôpitaux d'Amkoui, notamment, jusqu'au Témiscouata. Tandis qu'en Gaspésie, on était les derniers sur la liste en raison de la distance. Alors, ce que Guylaine Michel, la représentante nationale de la PTS pour la Gaspésie, disait, c'est qu'ici en Gaspésie, on aimerait ça que la ministre Danielle Mécan prenne en considération les réalités régionales, puisque selon elle, il n'y a aucun avantage à justement exporter nos échantillons vers Rimouski. On ne gagnerait pas nécessairement en efficacité, en plus de tous les aléas d'emprunter la route pour se rendre là-bas. Alors, c'est un peu ce signal d'alarme-là qu'on voulait envoyer. Surtout que Danielle Mécan a dit récemment qu'elle voulait se pencher sur Optilab, histoire de rendre ça le plus efficace possible. Mais bon, on s'entend que centraliser dans une région comme Montréal et centraliser dans une région comme le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, c'est deux choses entièrement différentes, là. C'est ce qui était déjà un peu décrié au début quand M. Barrette a voulu mettre ça en place. On disait le mur à mur, encore une fois, c'est un autre exemple que le mur à mur partout au Québec, ça ne fonctionne pas. Il faut adapter les projets aux réalités du milieu. Donc nous, l'hiver, il y a la dangerosité des routes qui donne un petit hic de plus à ce projet-là. Et l'été, c'est qu'on a beaucoup d'achalandage avec le tourisme et tout. Donc, encore là, un potentiel d'accident ou de ralentissement. Donc, de trimballer les échantillons comme ça, il n'y a pas vraiment de gain de productivité à aller chercher pour la région comme la Gaspésie. En plus de la perte d'expertise ou des professionnels qui doivent à un moment donné, quitter notre région parce que le laboratoire n'est plus ici, exemple. Donc, j'ose espérer que le bon sens va gagner dans cette histoire-là et qu'on va garder un peu l'analyse des échantillons directement dans nos hôpitaux en Gaspésie. Tu parlais justement des techniciens qui étaient touchés directement. Eh bien, pour l'instant, ils étaient virtuellement sous l'égide du CIS Bas-Saint-Laurent, des techniciens de la Gaspésie. Mais toute cette incertitude-là, même s'il n'y a pas eu de déplacement physique des techniciens vers Rimouski, ça cause une incertitude. Ça cause que les nouveaux techniciens qui auraient des postes à temps partiel ou des postes temporaires vont chercher autre chose puisqu'ils n'ont pas la certitude que le poste perdurera dans le temps en Gaspésie. Donc, ça l'ajoute à la pénurie de main-d'œuvre qui est déjà présente. Alors, c'est un peu là-dessus aussi qu'on jouait du côté de la PDS pour tenter de sensibiliser la ministre. Écoutez, on a déjà une pénurie de main-d'œuvre, mais si en plus on rajoute une incertitude quant à l'existence même de ces emplois-là dans quelques années, on se tire un peu dans le pied. Ouais, c'est pas une stratégie gagnante. Non, effectivement. Alors, on va suivre ce projet-là. Mais bonne nouvelle, au moins, la ministre semblait ouverte à la discussion et à revoir justement le projet et avouons-le, d'un point de vue stratégique et politique, de revoir les projets de Gaétan Barrette, ce ne que peut être gagnant. C'est certain.
Et on reste dans le domaine de la santé. Bonne nouvelle, cette fois-ci, on en a parlé il y a quelques semaines qu'il y avait eu 2 journées portes ouvertes dans tous les hôpitaux de la Gaspésie, histoire de recruter des étudiants, que ce soit pour différents corps de métier. On parle autant dans l'entretien que dans le soutien administratif, travail ecclésiastique, préposé aux bénéficiaires aussi. Et les étudiants en soins infirmiers étaient invités à venir travailler, et tout dépendant d'où ils sont rendus dans leur cursus scolaire, pouvaient agir comme ombre pour une infirmière déjà existante ou faire certaines interventions comme préposé. Alors, au final, on a recruté 25 étudiants pour le réseau local de la Haute-Gaspésie. Et au total, c'est 175 étudiants qui ont été rencontrés et embauchés sur l'ensemble du réseau gaspésien pour la période estivale. Alors, du côté de la présidente directrice générale Chantal Duguay, on se réjouit évidemment de ces embauches-là. C'est une nouvelle approche qu'on faisait pour tenter de combler les postes qui sont plus souvent difficiles à combler en période estivale, puisqu'il y en a beaucoup plus. Les vacances, plus grand achalandage, donc... Voilà, on a réussi notre pari là-dessus, donc fort est à parier qu'on répétera l'expérience dans le futur. Et peut-être en terminant aussi, Fred, là-dessus, c'est qu'on espère que les étudiants qui auront goûté au système de santé auront envie dans l'avenir de peut-être poursuivre une carrière là-dedans. C'est une excellente nouvelle et c'est combiné avec la signature de la nouvelle convention collective dernièrement, où là, on sent que les conditions et ce que le réseau est prêt à offrir aux travailleurs de la santé devient de plus en plus intéressant. Et les planètes s'alignent depuis qu'il y avait eu une purge du système avec M. Bouchard et les mises à la retraite volontaires, qui avait mal évalué et qui avait mis le système un peu à plat. On vit encore des conséquences un peu. Le système a été vraiment déstabilisé et on dirait qu'on n'a jamais réussi à rendre un peu ça plus attractif. Et là, on dirait que les planètes s'alignent. On a une bonne convention collective, des étudiants embauchés qui mettent le pied dans la place. Donc, on va peut-être finir par reprendre le dessus et réintéresser les gens au système public. Parce que d'un autre côté, il y a toujours un peu le privé là, qui tourne autour. On voit des annonces à la télé dernièrement là, de Croix-Bleue, là, je crois, là, qui est du personnel médical qu'on place là, à contrat comme ça, qui, eux, ont de bonnes conditions de travail, n'ont pas de temps supplémentaire obligatoire ni quoi que ce soit. Donc, le système public doit être vraiment attractif. Et là, on commence à sentir que les planètes s'alignent enfin. Mais tu mentionnes la Croix-Bleue et j'ai eu un flash il y a quelques années, justement, on parlait de cette MOI-là, la main-d'œuvre indépendante, cette satanée main-d'œuvre indépendante qui venait combler peut-être jusqu'à 20-30% de nos ressources ici. Et justement, il y avait beaucoup de disparités. Là, ça faisait bien des mécontents, ça coûtait une fortune. Et je me rappelle d'avoir eu une entrevue avec la responsable de Croix-Bleue, justement pour dire, on n'a pas l'impression un peu qu'on vient déstabiliser les réseaux en chargeant, dans le fond, en chargeant aussi cher aux hôpitaux. Il disait, écoutez, comptez-vous chanceux que des infirmières de Montréal veulent aller chez vous. Donc, ça va être grosso modo la réponse. Mais ce qui fait aussi que ça nous met en pleine face une chose, c'est que une entreprise privée, son but, c'est de faire de l'argent. Et on va utiliser l'offre et la demande. Donc, c'est sûr que, comme une compagnie est là pour faire de l'argent, je vois pas pourquoi ils seraient d'une grande bonté d'âme et de décider de faire moins d'argent s'ils ont le potentiel d'en faire plus. Et c'est un peu un avertissement aussi aux gens. Des fois, on se dit « Ah, on serait donc bien avec un système privé, les entreprises, c'est donc bien efficace, puis on va là, puis on a tout de suite le service. » Mais on paye et leur but premier, c'est de faire de l'argent et non pas de soigner les gens. Oui, leur travail, c'est de soigner les gens, mais si on a une compagnie, c'est qu'on veut faire de l'argent. Donc, il y a ça aussi comme réflexion comme société à se dire, est-ce qu'on se réjouit qu'on reprend le dessus avec le système public ou le système privé, c'est tellement, mon Dieu, une belle chose. Et là, on le voit vraiment, tu sais, avec ton exemple, c'est très pertinent. Le privé est là pour faire de l'argent, tandis que le public est là pour offrir des services à la population. Donc, en espérant aussi que les employés du public soient très bien traités et leur juste part, mais il reste que les deux buts de chaque secteur est très différent. Et comme tu mentionnais, ça coïncide avec cette nouvelle convention collective-là. Alors, on espère qu'on va poursuivre sur un ton plus harmonieux.
On sait que depuis la réforme des 6, c'était un petit peu le chaos, le capharnaüm dans les différents hôpitaux. Alors on espère qu'on pourra enfin retrouver un petit peu de quiétude pour tous les infirmières et les employés du réseau de la santé. On le souhaite. Dans un autre ordre d'idées, il y avait l'initiative Manger notre Saint-Laurent. C'est une initiative mise en place l'an dernier par le Réseau québécois maritime, subventionnée à coût de 200 000 $. C'est pour 2 ans. Et l'objectif est un peu de documenter les pratiques alimentaires, le lien de la communauté, des différentes communautés envers leurs pratiques alimentaires. Ça peut ressembler un peu à Fourchette Bleue, puisqu'on veut valoriser les espèces méconnues du Saint-Laurent. On a ciblé 4 communautés pour être partenaires et faire les différentes discussions, les analyses, les enquêtes. Alors, Capcha et la municipalité de la Haute-Gaspésie qui a levé la main. Il y a aussi les îles de la Madeleine. Il y a également Kakuna, la communauté des Malécites là-bas. Ouais. Et Carleton, si je crois, mais j'ai un petit blanc là. Donc, bref, à Capcha, ce qu'on veut faire, c'est tenter de rapprocher la communauté des pêcheurs. Alors, on sait que, évidemment, les espèces méconnues de la mer, ça peut passer par les pêcheurs. On a une bonne communauté de ça ici. Alors, ils sont venus rencontrer les élus de la Haute-Gaspésie, de Capcha, en début de semaine. Il y avait peut-être une dizaine de personnes dans la salle, dont notamment Marie-Ève Godbout, Jacinthe Gérard, qui travaille sur la nouvelle coopérative d'alimentation. Oui. Et il y avait également quelques pêcheurs dans la salle. Alors, on espère qu'au final, ce qu'on aura documenté servira à mettre des initiatives sur place, parce qu'évidemment, c'est un peu sur la bonne volonté, la bonne foi de tout le monde. Là, on lance des études, on les publie en ligne, puis ensuite, les gens font ce qu'ils en veulent. Alors, on verra bien si ça fonctionnera dans le temps. Oui, tu mentionnais Fourchette Bleue qui a participé aussi aux discussions avec ce projet-là. Je pense que ça étoffe aussi la démarche de Fourchette Bleue. Ça donne un coup de pouce à produire de l'information, de la documentation que Fourchette Bleue n'aurait peut-être pas eu les moyens de faire. Donc, ça vient un peu complémenter. Et parlant de Fourchette Bleue, ils ont leur repas gastronomique sous peu, là, début mai, je crois. Hein. Donc, ce sera une belle occasion d'aller découvrir aussi ces espèces qui sont parfois, avec le nom, peu invitantes, mais tout ce qui compte, dans le fond, c'est le goût. Donc, il faut oser des fois pour goûter et voir que c'est délicieux, même si ce n'est pas très beau à la sortie de la mer. C'est ça, c'est le salon de la gastronomie. Et justement, toutes les espèces seront apprêtées par des chefs. Donc, pour paraphraser la directrice Sandra Gauthier, ça peut pas être bon. Et voilà. Alors, c'est double négation fait un positif. Et voilà. Et peut-être un petit dernier mot justement concernant Fourchette Bleue. Oui. L'initiative était aussi en nomination au Laurier de la gastronomie pour la 2e année consécutive. Alors, on se croise les doigts. Le Grand Prix aura lieu, je crois, c'est dans les prochains jours à Montréal. Alors, on va suivre ça avec grand intérêt. Ça pourrait peut-être être l'année de Fourchette Bleue. Et oui, donc on aura sûrement un excellent article dans le journal L'Avantage. L'Avantage Gaspésien. L'Avantage Gaspésien, bien sûr. Alors, on verra ça. Et dans un autre ordre d'idée, cette fois-ci, on passe des délices de la table aux horreurs du bord de route. Alors, on y va avec, malheureusement, force est de constater qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire concernant la propreté. Alors, ce qu'on voit ici à l'écran, c'est encore une fois des déchets qui ont été jetés sur le bord de la première avenue cette fois-ci. C'est un citoyen, Stéphane Pelletier, qui m'a fait parvenir ces photos-là. Il était outré de voir ça. Il voulait qu'on partage justement ces photos-là. Alors, ça se passait le jour de la Terre. Alors, l'éco-centre était fermé. Donc, bien clairement, de ce qu'on peut en déduire, c'est qu'on a décidé d'utiliser le bord de la route comme dépotoir à ciel ouvert, au lieu d'attendre peut-être une journée ou deux, d'aller porter ça à l'éco-centre. Oui, un geste déplorable, mais qui s'ajoute malheureusement. Moi, cet hiver, je suis revenu d'un petit séjour de ski au gîte du Mont-Albert. Et du gîte à Sainte-Anne-des-Monts, j'ai compté seulement les verres d'une grande chaîne de café. Seulement ces déchets-là, j'en ai compté 125 sur le bord de la route. 125? Donc, c'est juste pathétique de voir que les gens ont encore tendance à jeter leurs déchets par la fenêtre ou d'aller carrément jeter ça sur le bord de la mer. Je veux dire, on n'est plus au Moyen-Âge, acheter notre chaudière d'eau usée par la fenêtre, là, mais ça fait croire à ça. Et c'est un
très mauvais exemple ou une très mauvaise pratique à faire, surtout dans un milieu comme la Gaspésie où on vend notre nature, on vend nos beaux paysages. Et nous-mêmes, habitants de la région, on le souille, on envoie un vieux calorifère et des panneaux sur le... Je veux dire, à quoi ce monde-là pense? C'est un peu pathétique, là, vraiment. Là. Et ça, c'est ce qu'on voit, mais je me rappelle au fil de ma carrière, là, j'ai été souvent dans les TNO en arrière ou dans les fonds à Captcha, et là, on trouve des véritables dépotoirs avec des pneus, des réfrigérateurs, plein de choses qu'on ne pourrait même pas s'imaginer que quelqu'un ait pris le temps d'aller domper ça aussi loin. Mais bon, effectivement, c'est le cas. Donc, on répète encore que le civisme et la qualité de vie, ben, c'est l'affaire de tous. Oui, puis de plus en plus, si je recule dans le temps, d'aller jeter un vieux poêle à bois sur ma terre, dans le fond de la terre, qui va rouiller et se désintégrer à la longue, c'est une chose, mais de mettre maintenant un électroménager dans la nature où ce qui va avoir des polluants, des métaux lourds, des trucs, on n'est plus dans la même chose. C'est pas vrai que la nature va tout absorber comme ça. Donc, on est rendu ailleurs et surtout que toutes nos connaissances scientifiques pointent vers le fait qu'on doit gérer toutes ces matières-là et que c'est pas une façon de disposer de nos déchets. Donc, s'il vous plaît, là, et si vous avez des indices sur qui a fait ça, là, dénoncez sans gêne. C'est vraiment honteux. Et on rappelle que l'éco-centre est ouvert du mardi au samedi de 9h à 17h. Et également, le maire Simon Deschênes nous disait que il y a des bonnes chances que cet été, on réussisse à étendre les heures d'ouverture au dimanche. Donc, ça ferait une journée de plus la fin de semaine pour que les gens puissent aller disposer de leurs déchets à l'endroit approprié. Eh oui, puis on connaît tous quelqu'un qui a un trailer et qui va toujours par plaisir à l'éco-centre. Donc, même si on a une journée de plus dans notre cours, quelques déchets, qu'on sait qu'on va pouvoir disposer correctement le lendemain. C'est pas la fin du monde. Et voilà. Exactement. Alors, sur ce, chers auditeurs, on prend une courte pause et on vous revient avec la suite du bulletin nouvelle de la Haute-Gaspésie, dernière édition. Salut, ici Bob le chef. Je me retrouve aujourd'hui à l'Institut de protection contre les incendies du Québec pour assister à une mise à feu contrôlée. On ne le rappellera jamais assez, mais on ne doit jamais laisser cuire des aliments sans surveillance. Mais comme la plupart d'entre vous sont plus du type « on veut pas le savoir, on veut le voir », voici donc ce qui peut arriver si on se laisse distraire. Allez hop, cascade! Maintenant, ai-je besoin de vous dire pourquoi on doit toujours rester vigilant en cuisine? Si ce n'était pas suffisant, voici également pourquoi on ne doit jamais tenter d'éteindre un feu de cuisson avec de l'eau. Wow! Au Québec, c'est plus d'un incendie sur 3 qui débute dans la cuisine. Alors, je vous en prie, évitez de faire partie des statistiques. Je vous rappelle également l'importance de vérifier les piles de votre avertisseur de fumée ainsi que la date de péremption. Alors, nous sommes de retour au bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Alors, on le sait, mon cher Frédéric, les élections fédérales arrivent, c'est dans quelques mois. Alors, c'est pour ça qu'il y a des annonces. Oui, bien justement, qui dit élection dit surabondance de la présence de nos ministres. Il pleut des dollars. Il pleut des dollars. On a vu Diane Leboutier à plusieurs reprises dans le secteur. Rémi Massé aussi dans le coin de Matane. D'ailleurs, la dernière annonce du ministre Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, s'est déroulée à Matane, même si ça touchait l'ensemble du secteur. On les voit ici à l'écran et c'est absolument adorable puisqu'on était à la maison des familles et oui, il y avait un bébé. Alors, ça fait des belles photos pour les élections. Ça fait de très très belles photos, mais bon, éthique journaliste oblige. J'ai passé par-dessus la photo du bébé. Elle pourra être utilisée en campagne officielle. Oui, on lui laisse le punch. Mais voilà. Mais tout ça pour dire qu'on voulait parler de l'accès à la propriété. Alors, c'est des nouvelles mesures qui découlent du budget 2019 du ministre des Finances, Bill Morneau, à l'effet que maintenant, ça sera plus facile d'accéder à la propriété. On va pouvoir, notamment les couples qui se séparent, qui avaient une chance, une occasion de rapper, donc le régime d'accès à la propriété. Maintenant, on pourra rapper une deuxième fois, puisqu'on recommence une vie avec une nouvelle personne. Donc, comme le disait M. Duclos, c'est la réalité d'aujourd'hui que les gens se séparent. Alors, on veut quand même permettre aux gens de pouvoir
une deuxième fois pouvoir avoir cette chance-là. Et aussi, une autre mesure qui sera mise en place, c'est justement que la SCHL, là, donc la Société d'habitation et de logement canadienne, puisse absorber davantage du prêt hypothécaire là, dès le départ. Alors, on bonifie de ce côté-là et on assouplit aussi les règles. Alors, c'était les bonnes nouvelles que nous annonçait le ministre Duclos. Oui, j'aimais bien la logique aussi qu'on disait que, une famille, un couple qui s'achète une maison a plus de chances de s'implanter dans la communauté et d'y rester. Donc, j'aimais bien aussi la logique qui menait à ça. On verra, mais c'est toujours une bonne nouvelle parce qu'une maison, ça peut être le point central là, d'une vie commune et de s'installer, fonder une famille, etc. Donc, ça reste important comme investissement de maison. Ça reste des gros montants. Oui. Donc, le petit coup de pouce, quand on est un peu plus serré sur le budget, c'est toujours bienvenu. Effectivement, et on a vu à quel point les libéraux sont généreux depuis leur arrivée au pouvoir. Alors, c'est dans la logique libérale, n'est-ce pas, et bonne chose, ils sont un peu à la traîne dans les sondages, donc ils vont vouloir se faire aimer. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour tout le monde. On voit de plus en plus d'annonces d'ailleurs. Ah oui. Et peut-être une petite parenthèse politique, justement, comme on parle d'élections, on sait qu'avec la CAQ qui a été élue récemment, François Legault n'a pas encore visité toutes les régions, mais ces temps-ci, il est en Gaspésie. Oui. Il était à Matane hier, à New Richmond aujourd'hui. Donc, on annonce de l'argent notamment pour le rail gaspésien. On a annoncé de l'argent pour Méridien Maritime à Matane. Mais quelque chose de très intéressant, c'est qu'on lui a posé des questions justement sur sa vision de la Haute-Gaspésie. Et il semble que le message des élus locaux à l'effet que la Haute-Gaspésie a besoin d'un coup de main supplémentaire en raison de sa dévitalisation, ça a été entendu. M. Legault disait que lorsqu'on va décentraliser les 5000 emplois de la fonction publique vers les régions, il y aura une attention spéciale vers le canard boiteux qui est la Haute-Gaspésie. Là. Je t'interdis de parler en mal de ma région, Dominique, mais oui, les intentions sont là. C'est sûr qu'on devra attendre les actions. Donc, c'est à voir. Moi, ce qui me faisait rire, c'est qu'en campagne électorale, on promettait de transférer 5000 postes fonctionnaires, mais d'abolir 5000 postes. Alors, les chiffres étaient assez semblables. J'ose espérer que ce qu'on transférait n'était pas ce qu'on couperait un peu plus loin. Mais, blague à part, on attend vraiment de voir les transferts réels parce que ça ne reste que des paroles, mais soyons bons joueurs. Oui. Et évidemment, on doit préciser que je n'ai aucun préjugé lorsque j'utilisais le terme canard boiteux. C'est évidemment pour faire référence au fait que souvent, même les élus eux-mêmes tentent de faire passer la région comme étant la plus dévitalisée possible, histoire d'aller chercher un peu les faveurs des politiciens. On se souvient d'un certain personnage politique qui nous disait que la Haute-Gaspésie était l'enfant spécial de la famille, Dominique. Je ne nommerai pas de nom. Effectivement. Alors, voilà, c'était François Legault qui était de passage. Alors, espérons justement que la CAQ remplira ses promesses et qu'on verra ses fruits très bientôt. Parfait. Et maintenant, on va voir à l'écran la photo d'une vedette bien connue. Alors voilà, vous avez reconnu Marie-Mé. Et pourquoi on parle de Marie-Mé? C'est pour vous parler de la traverse Matane-Bécomo-Godbout, évidemment. Mais quel est le lien, Dominique? Quel est le lien, allez-vous me dire? C'est que, la traverse fait encore des siennes. Cette fois-ci, Marie-Mé avait un spectacle de prévu à Matane le 30 avril, suivi de 2 spectacles, le 1er et le 2 mai, à Sept-Îles et à Bécomo. Alors, évidemment, là, il y a des problèmes puisque le CTMA voyageur ne fait pas de départ le mercredi. Alors, il aurait fallu faire le grand tour. Par Rivière-du-Loup ou par Rimouski. Ouais. Mais la problématique, c'est que ça prend une demi-journée à installer la salle. On a un camion de 53 pieds avec des décors et de la pyrotechnie et tout ça. Donc, on arrivait trop serré dans le temps. Donc, évidemment, on cancelle soit un spectacle au Bas-Saint-Laurent ou 2 spectacles sur la Côte-Nord. On a évidemment décidé de canceller celui à Matane. C'est très désolant. La directrice du diffuseur de Matane disait ça nous fait seulement 400 billets à rembourser. Donc, ouch! C'est évidemment une autre des conséquences des déboires de la traverse. Et ce qu'elle me disait, c'est que c'était le 2e spectacle qui devait être annulé pour ces raisons-là cette année. La dernière fois était quand l'Apollo avait percuté le quai. Donc le groupe n'avait pas pu prendre le bateau. Oui, dans le fond, on voit... quand on a commencé un peu à voir ce dossier-là, à parler du dossier, on pense souvent à
les gens qui traversent, mais l'impact sur l'industrie, sur les commerces, et là, la culture est vraiment intense. Là, on s'en rend compte, avec tous les problèmes que ce lien maritime-là a eu, on se rend compte vraiment de tout ce que ça a comme impact quand ça va pas bien. Et là, franchement, là, même, je veux dire, les hôteliers, les restaurants, ceux qui allaient voir Marie-Mé à Matane ne venaient pas nécessairement de Matane. Non, ben surtout qu'elle n'était pas partout. Le plus loin qu'elle allait, c'était à Matane. Donc, si on était de Gaspé, Sainte-Anne-des-Monts, Nouveau-Brunswick, même peut-être. Donc, il y a beaucoup d'industries qui tournaient autour de ce spectacle-là qui vont être très déçus de cette annonce-là. Oh, et on commence à la trouver beaucoup moins drôle. Justement, je parlais avec des commerçants locaux près du port de Matane et effectivement, des annulations dans des hôtels, dans des restaurants. On en voit un et une autre. Ouais, ça laisse ses traces. Ça laisse ses traces. Alors, évidemment, on souhaite que l'achat du Sarema, ce bateau norvégien-là... Ben, oui, qu'il y a eu une collision en partant. Oui, exactement. Ouais, mais bon, ça. Ce n'était pas de sa faute. Il sait faire entrer dedans. Oui, c'est ça. Alors, on poursuit cette fois-ci avec nos ambulanciers locaux qui se démarquent dans un petit match de hockey. Petit match, ben, c'est quand même un tournoi provincial des ambulanciers. Alors, on avait les ambulanciers de Par-Action. On avait jumelé nos 4 ambulanciers de Sainte-Anne-des-Monts, dont Pierre l'Italien, qu'on peut voir à l'écran, aussi Jean-Philippe Marin-Vallée, qui est également un joueur du Nordais de la Haute-Gaspésie. Alors, ils étaient jumelés à d'autres joueurs de Montjoly et d'une autre région du Québec, mais ils ont remporté tous leurs matchs et se sont rendus en grande finale, et voilà, ils ont été sacrés champions du tournoi des paramédics, tournoi provincial par la marque de 5-3. Alors, félicitations à nos ambulanciers de Montois. Et est-ce que le Grand Prix était des horaires des horaires de descente et on enlève l'horaire de faction? C'est très bien apporté. On sait qu'hier, on a appris que les ambulanciers de Caplan avaient obtenu gain de cause. Alors, peut-être que ça veut dire qu'on sera les prochains sur la liste, puisqu'il en reste plus gros en Gaspésie, justement, à attendre cette. Et oui, et comme nous sommes les enfants spéciaux de la famille Dominique. Le canard boiteux. Alors, on termine avec une nouvelle qui va te toucher tout particulièrement. Le club Opti Plus, auquel tu es très attaché. Alors, on avait 6 représentants qui étaient au dernier tournoi novice des nageurs. Ça se passait ici même, à la piscine de Sainte-Anne-des-Monts. Alors, on a eu droit à une belle récolte de 11 médailles, dont 5 en argent et 6 en bronze. Alors, on peut féliciter tous les participants qui étaient là. Je remarque ici à l'écran, on voit Louis Hubertz, Alexandra, Alicia, Esther, Ariane, Gabriel. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors, félicitations à toute cette équipe-là. Et peut-être, il nous reste une minute ou deux, nous parler un petit peu de qu'est-ce que représente le club Opti Plus dans ton parcours ici en Haute-Gaspésie. Moi, c'est sûr, adolescent, c'est le club. J'ai défendu les couleurs de ce club-là pendant, je dirais, 4 ans, et j'ai entraîné en secondaire 5 le club. C'est vraiment spécial de voir que le club 1 existe encore, parce qu'il y a toujours des hauts et des bas dans les clubs sportifs. Mais Opti Plus est là depuis les tout débuts. Le nom provient du club Optimiste, parce qu'à la base, le club Optimiste finançait tout. Donc, le club Optimiste, qui a toujours été près de la jeunesse, c'était les grands responsables de la naissance du club de natation. Je me souviens, dans les débuts, on avait même un beau costume en coton ouaté bleu et blanc. C'est de beaux souvenirs. Le club a déjà compté vraiment, dans mes années, on devait être tout près... une cinquantaine de nageurs. Quand même. Mais le club reste en vie et les parents encore toujours dédiés dans le conseil d'administration. Cette année, l'entraîneur en chef, c'est Kevin Bouchard, notre nageur qui nous représente partout au Québec. Notre vieux loup marin aguerri. Alors, avec une conscience vraiment un peu plus compétitive, je dirais, avec Kevin. Mais les jeunes... Les jeunes de notre époque restent qu'il faut qu'on les motive des fois un peu plus que dans mon temps. Ben, Kevin, je pense que c'est le modèle de discipline le meilleur qu'on peut avoir, là. Alors, mais bravo, ça porte fruit, et Kevin est appuyé par Nadia Lefebvre, une autre nageuse qu'on connaît très bien, et Amélie Sasseville, qui est une de nos monitrices à la piscine senior, qui est excellente et qui encore aujourd'hui nous dépanne souvent, parce que le problème de main-d'œuvre est à la piscine aussi, Dominique. Évidemment. Donc voilà, une belle équipe de coachs et un club qui a de l'histoire depuis 89.
que le club est actif. Donc, voilà. Alors, on souhaite bonne chance pour les derniers tournois qui restent pour le Club OptiPlus. Et pour nous, on va souhaiter un bon été, mon cher Fred. On sera de retour l'année prochaine. Alors, merci d'avoir été toute l'année, mais d'avoir été avec nous toute l'année. Merci à Roger. Et on se dit bon été tout le monde.